Chantal, il faut te remettre ton micro. Merci Jacqueline, j'inspire, j'expire, je suis chez moi, je suis arrivée. Alors, pour cette fin d'après-midi, nous vous proposons une méditation guidée. Marie-Ange va nous la proposer là, tout de suite, dans quelques instants, une petite quinzaine de minutes. Et puis, je vous présenterai Chloé Mariette, qui est notre invitée ce soir et voilà, qui vient de nous saluer et qui nous proposera un enseignement. On devient comme la terre, puis après nous aurons un partage que je vous présenterai aussi. Voilà, donc je pense qu'on peut se mettre en position, dans une jolie posture pour apprécier la méditation guidée que Marie-Ange va nous offrir. Merci Marie-Ange. Merci les amis. J'ai choisi pour ce soir la méditation cosmique qui a été proposée par Thaï. Voilà. Donc on va commencer la méditation. Je vais faire 3 items pour le début et les 2 items pour quand on se quittera. Voilà. J'inspire, je vois l'élément air en moi. Je vois l'élément eau en moi. Je vois l'élément terre en moi. Je vois les nuages, la neige, la pluie, les rivières en moi. Je vois la couche atmosphérique. Je vois le vent, les forêts en moi. Je vois les montagnes, les océans en moi. Je vois la terre-mère en moi. Shakespeare. Je souris à la terre-mère en moi. Je suis un avec la terre-mère, la plus belle des planètes dans toute la galaxie. La terre-mère en moi, je souris à la plus belle planète de la galaxie. Bonjour. Lydia, on a commencé la méditation. Ah,
J'inspire, je vois l'élément lumière en moi. Je suis faite de la lumière du soleil. Je vois notre astre comme source infinie de nourriture et je consomme le soleil à chaque instant. Comme le Bouddha Shakyamuni, je suis un enfant, une enfant du Père Soleil. Je suis le Bouddha Amitabha, Bouddha de la lumière infinie. Je suis le Bouddha Amitalus, Bouddha de la longévité infinie. J'expire, je souris au soleil en moi. Je suis le soleil. Je suis une étoile, une des grandes étoiles de cette galaxie. Je suis un enfant du soleil. Je suis une étoile. J'inspire, je vois tous mes ancêtres en moi.
mes ancêtres minéraux, végétaux, animaux et humains. Mes ancêtres sont toujours vivants dans chacune de mes cellules et je participe à leur immortalité. J'expire, je souris aux nuages dans mon thé. Un nuage ne meurt jamais. Un nuage peut devenir neige ou pluie, mais jamais le néant. Je participe à l'immortalité du nuage. Je suis mes ancêtres. Je participe à l'immortalité de mes ancêtres génétiques et spirituels. Merci Marie-Ange de nous relier au vivant aussi bien. Bienvenue aux nouveaux amis qui nous ont rejoints lors de la méditation guidée. Voilà. Donc c'est une belle rencontre de la Sangha des gardiens de la Terre et ce soir
nous avons demandé à Chloé Marienne si elle voulait bien nous offrir un enseignement partage et elle nous a dit oui, oui, je veux bien. Donc on est très contents. Donc je vais présenter, vous m'entendez bien? Je n'ai pas besoin de parler plus fort? Ça va? Voilà. Donc je vais vous présenter Chloé Marienne, mais la plupart d'entre nous qui sommes allés au village, nous la connaissons, nous l'avons souvent croisée, et peut-être plus que ça. Donc Chloé Marienne, dès son enfance, elle s'est sentie en intimité, en reliance profonde avec la terre. Voilà, c'est une histoire qui a commencé très 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 jeune pour elle. Elle a fait des études de philosophie. Et elle a choisi d'aller vivre au village pendant 12 ans, jusqu'en 2018, où elle a été 11 ans monastique. Elle a reçu la lampe, elle est enseignante du Dharma. Et elle est aussi, elle fait partie aussi des fondateurs, fondatrices de la montagne du Dharma, que la plupart, que certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler, où elle est très active et où elle vit actuellement. La montagne du Dharma, c'est un centre de pleine conscience qui est relié au village des Pruniers. Donc elle est responsable actuelle et elle y réside aussi actuellement. Là-bas, elle aime consacrer du temps à sa vie intérieure, bien sûr, mais aussi au jardin et à la permaculture, qui doit bien fonctionner et dont l'Ardèche a certainement bien besoin pour pouvoir nous donner des bonnes choses. C'est pas certainement pas une terre peut-être facile comme ça. Oui, donc il faut pouvoir bien la nourrir. Et bon, son aspiration profonde, c'est la pratique du Dharma vivant. Voilà. Et elle en a fait son occupation principale. Elle est accompagnante spirituelle pour accompagner des personnes sur leur chemin de vie. Voilà. Donc la meilleure façon de la découvrir et de la rencontrer, c'est de l'écouter sur ce beau thème qu'elle a choisi, devient comme la terre, d'après un sutra du Bouddha, d'écouter ce que ce sutra lui inspire profondément et ce que cela va toucher en chacun de nous. Voilà, donc Chloé Marienne, c'est à toi. On va demander à Patrick d'introduire l'enseignement par trois sons de cloche, inviter la cloche. Et puis Chloé aura à peu près la parole 40-45 minutes. Merci beaucoup. Cher Ta et cher Belsanga, chers amis de tous horizons, ici présents, j'en vois qu'une petite partie et je sais qu'il y a d'autres pages sur l'écran, c'est merveilleux.
Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon pour le son? Okay, super. Alors, je voudrais commencer par dire un immense merci à Marie-Ange pour la méditation. C'est une de mes méditations préférées, donc ça. Et j'ai vraiment l'impression d'entendre la voix de Thay, donc ça me fait beaucoup de bien de l'entendre maintenant. Donc super, je suis ravie de ça. Et aussi merci à Chantal pour ton accueil. Je me sens vraiment très bien accueillie et surprise aussi. Je ne m'attendais pas à tout ça et donc c'est un beau cadeau. Donc merci Chantal pour ton accueil et à tous les amis qui organisent cette soirée. Donc voilà. Donc je voudrais commencer aussi ce moment ensemble par rendre hommage et demander la permission à tous mes ancêtres, tous nos ancêtres, pour pouvoir partager ce soir. Et, je veux vraiment faire ça de tout mon cœur, pour les citations que je vais faire, pour l'enseignement qui m'a été transmis, qui nous a été transmis, et entrer vraiment en contact profond avec le merveilleux cadeau du Dharma qui nous est offert, et de tous les ancêtres spirituels, et parfois des ressources dans lesquelles je puise qui viennent d'autres cultures, d'autres pays, d'autres continents. Et je voudrais demander la permission à toutes ces personnes et tous ces êtres de pouvoir en parler, partager ce soir. C'est très important pour moi de faire ça, pour être vraiment en accord profond avec mes valeurs. Merci les ancêtres aussi d'être là, et hommage à vous. Je me sens très très joyeuse dans toute la préparation de ce partage et aussi là tout de suite maintenant. Il y a une petite partie de moi qui est intimidée et il y a une grande partie de moi qui est dans la joie. Alors voilà, j'accueille tout ça ensemble et j'embrasse tout. Ça me fait plaisir de voir des anciennes amies que je n'ai pas vues depuis longtemps. Ça m'a rempli de bonheur. Alors, il y a quelques jours, semaines, on m'a demandé un titre pour le partage de ce soir. Alors, j'avais vraiment aucune idée d'un titre particulier. Et la chose qui m'est venue et qui m'a inspirée, c'est « Deviens comme la terre ». Et en fait, c'est après coup que je suis allée chercher le sutra référent à ça. Mais c'était d'abord une inspiration du cœur, de deviens comme la terre. Bon, j'ai envie de parler de ça, puis on verra bien. Alors pour ce soir, pour moi, c'est une promenade avec vous. Et du coup, sur le chemin, j'ai envie de demander parfois à Marie-Ange et Patrick d'inviter la cloche si je m'ensauvagise un peu trop pour revenir sur le sentier. Où j'ai mis des petits cailloux, mais que quelques petits cailloux, parce que je préfère improviser que être dans quelque chose de trop fermé. Donc c'est possible que je parte un peu hors des sentiers aussi. N'hésitez pas à me ramener. Alors j'ai envie juste de lire le passage, le tout petit passage « Deviens comme la terre » de ce livre, finalement, que j'ai retrouvé après coup, c'est donc sur les traces de Siddhartha. Et donc on peut l'écouter, juste recevoir ce qui est proposé. Peut-être ça va provoquer des réactions, peut-être une ouverture du cœur, peut-être une fermeture du cœur, peu importe, qu'on puisse simplement écouter et accueillir ces quelques mots de Thay. Donc on est dans le chapitre 49, les leçons de la terre, dans le livre sur les traces de Siddhartha. Rahula, c'est le fils du Bouddha qui est devenu moine. Le Bouddha estimait que Rahula était suffisamment mûr pour recevoir certains enseignements. Rahula, apprends les qualités de la terre, que les gens y répandent du lait frais, des parfums ou des fleurs odorantes et pures.
ou bien qu'ils y déversent des fesses malodorantes, de l'urine, du sang, du mucus, ou qu'ils crachent dessus. La terre reçoit tout de la même manière, sans attachement ni aversion. Quand des pensées agréables ou désagréables surgissent, ne les laisse pas te prendre au piège ou t'enchaîner. Et plus loin, Rahula, pratique la bonté pour faire face à la colère. La bonté a la propriété d'apporter le bonheur aux autres sans rien attendre en retour. Pratique la compassion pour vaincre la cruauté. La compassion fait disparaître la souffrance d'autrui sans esprit de profit. Pratique la joie bienveillante pour terrasser la jalousie. La joie bienveillante apparaît quand quelqu'un se réjouit du bonheur des autres et leur souhaite bien-être et succès. Pratique l'équanimité pour chasser les discriminations et l'attachement. L'équanimité est la faculté de considérer toute chose avec ouverture et d'une façon égale. Ceci est parce que cela est. Cela est parce que ceci est. Moi-même et les autres ne sommes pas séparés. Ne rejette aucune chose pour te mettre à la poursuite d'une autre. Rahula, la bonté, la compassion, la joie bienveillante et l'équanimité sont des états d'esprit magnifiques et profonds. Je les appelle les 4 incommensurables. Pratique-les et tu deviendras une source rafraîchissante de vitalité et de bonheur pour tous. Donc pour ce soir, sur l'invitation de Chantal et des amis, j'ai vraiment envie de partager de mon expérience personnelle et du Dharma vivant et de ce qui m'inspire, en fait, de ce qui est vivant à l'intérieur de moi sur mon chemin de pratique et sur mon chemin ici et maintenant avec vous. Comme le disait Chantal, depuis que je suis toute petite, je suis une amoureuse de la terre, comme beaucoup d'entre vous certainement, et comme beaucoup d'enfants. Et je me souviens avec très vivement d'avoir vraiment souffert avec la terre aussi, et d'être une avec la terre depuis que je suis toute petite. J'ai un souvenir d'une fois, un ami, un copain, qui avait planté un clou dans un châtaignier, et je me souviens avoir hurlé de douleur. Et c'est une expérience marquante pour moi, certainement à cause du cri qu'elle avait poussé, mais aussi de me souvenir de comme ça me faisait mal à moi, en fait, ce que ce copain avait fait dans l'inconscience. Donc voilà, j'ai grandi dans les montagnes de Cévennes, dans un environnement sauvage, très beau, au milieu d'une nature riche, avec une terre pauvre, comme disait Chantal, mais d'une nature très riche, et avec le cycle des saisons qui a toujours été un rappel pour moi d'une stabilité. Ça a été important dans les moments de grande souffrance de mon enfance d'avoir cette force de la stabilité des saisons. C'était très, très, très souteneur. Alors, deviens comme la terre. J'ai un souvenir d'un enseignement que ma mère me donnait quand j'étais enfant, qui me disait, pour apprendre mes leçons d'histoire, ça ne sert à rien de les apprendre par cœur, bêtement. Le soir, avant de te coucher, tu lis ta leçon avec grande concentration, en étant pleinement présente. Et tu lâches complètement. Et tu verras que demain matin, la leçon sera tout enregistrée à l'intérieur de toi. Et j'ai fait ça. et ça marchait. Et même si la leçon était, je me souviens que c'était des leçons d'histoire assez indigestes sur les rois de France et leurs courtisans, courtisanes, etc. Et bien en fait, la terre intérieure s'occupait d'apprendre la leçon. Et le matin au réveil, c'était tout clair à l'intérieur de moi.
Et cette expérience dans l'enfance m'a appris la confiance dans la terre intérieure. Et la confiance dans ma capacité de m'y abandonner. Et ça m'a donné la foi dans cette capacité de la terre intérieure à faire ce qu'il y a à faire, avec ma contribution. Parce que ma mère m'enseignait d'être concentrée, de mettre ma présence et de lâcher. Donc j'ai une immense gratitude pour ma maman de m'avoir enseigné ça. Je ne sais pas si mon papa était très content de la méthode. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et quand j'ai trouvé rencontré Thaï, plus tard, c'était évidemment la même chose qu'il enseignait. Donc, quel cadeau de pouvoir explorer ces terres intérieures, explorer qu'est-ce qui se passe en fait là à l'intérieur. Comment ça se fait qu'il suffit de mettre quelque chose le soir, comme ça, dans ma conscience, puis il y a quelque chose qui se fait tout seul, et le lendemain matin, là, la leçon est là, quoi, et apprise, sans faire d'effort, entre guillemets. Et donc, j'ai envie de continuer en m'appuyant sur le partage de Frère Bienveillance, le dernier qu'il a donné, là, de Frère de Kien, où il a fait ce cercle avec la flèche à l'intérieur, la voie de la sortie est dedans. Et à la fin, je crois, de son partage, là récemment, il disait il y a tout un espace de découverte qui nous relie. Et moi, je suis restée avec ça, et j'ai envie de rebondir sur cette phrase qu'il nous a proposée, que la voie vers la sortie, c'est dedans. Une des choses oui, très bien. Merci. Parfait la cloche. Merci beaucoup. Une des pratiques qui me touche tout particulièrement quand j'écoute des jeunes, quand je regarde à l'intérieur de moi aussi, et qui est assez présente en moi en ce moment, c'est cet enseignement de Thaï et du Bouddha que l'éveil, c'est juste là, en fait. Là, il y a une porte, il y a quelque chose qui se passe juste là, dans le moment présent, et pas quand il y aura plus de conditions. Pas quand je serai mieux ou plus ceci, ou quand j'aurai cela. Et Frère Bienveillance a dit la même chose la dernière fois avec le bonheur. Il disait, mais en fait, le bonheur, il est disponible ici tout de suite. Et c'est un petit peu difficile à recevoir, ça, des fois. Ça me coince un peu, quoi. Et pour moi, quelque part, de penser qu'il y a une capacité de nous éveiller et de me libérer juste là, maintenant, tel que je suis, là, tout de suite, maintenant. Avec tous les soucis, avec tout ce qui se passe dans ma vie, et pas plus tard quand je serai guérie, illuminée, etc. Maintenant, là, tout de suite, il y a une porte. Dans la situation que je suis en train de vivre, là. Et ça, c'est, quand je m'en rappelle, ça m'aide énormément à revenir dans ma demeure intérieure. Quelque part plus que l'enseignement sur le bonheur est ici et maintenant. Simplement me dire qu'il y a une porte qui me mène à plus de libération ici et maintenant. Tout de suite, là. Et c'est un des rappels de Thaï qui me touche profondément, de voir que c'est là que ça se passe, tel que c'est. Et c'est c'est la pierre sur laquelle Thaï s'est appuyé pour créer le bouddhisme engagé pendant la guerre du Vietnam. Il a même appelé un de ses premiers livres Un lotus dans une mer de feu. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait... C'était justement au milieu de la mer de feu que la porte, que le lotus est. Et par rapport à toute la situation écologique et les désastres et les désespoirs qu'on rencontre dans notre société actuelle, et tout le reste, tous les soucis, pour moi, c'est hyper important de toucher ça.
En fait, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans un ailleurs, dans un paradis, dans un mieux de quand je serai plus ou quand je serai ailleurs. C'est juste là. Du coup, ça m'amène dans un espace de paix au milieu de la mer de feu. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur et qui va avec cette pratique que Thay nous enseigne de enjoy, de se réjouir, de me réjouir. Et parfois, c'est tellement difficile de me réjouir au milieu des difficultés et des situations. Je me souviens quand j'étais monastique, c'était quelque chose que Thay disait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Reviens et réjouis-toi. Et c'est parfois un peu dur à... Ouais, mais Thay, réjouis-toi là, tout de suite. Enjoy. Et du coup, d'aller toucher cette joie et encore cet espace de paix qui est là, disponible maintenant, tout de suite, là. Waouh! Et en fait, ça s'ouvre. Quand je peux vraiment revenir à ça et que je peux vraiment me permettre, en fait, de savourer, par exemple, le lever de soleil, de savourer la nature, le ciel bleu, mais complètement, me donner la permission que c'est OK, en fait, d'en profiter. C'est complètement OK. Et même, non seulement c'est OK, mais c'est ce que je dois faire pour aller générer mon énergie, pour agir d'une manière juste, et pour éviter de me perdre dans tous les soucis et tous les tourments. Alors, cette pratique de enjoy, de la joie dans l'instant, c'est pas si évidente que ça. Et elle est très profonde en même temps. Et j'aime aussi la partager avec les jeunes. De se rappeler que c'est OK. C'est vraiment complètement OK. Et c'est même nécessaire. Alors, pour continuer sur mon chemin de vie, comme l'initié Chantal, donc j'ai été monastique au village des Pruniers pendant 11 ans. Et ça a été le grand amour de ma vie. Et ça l'est toujours. Aujourd'hui, j'ai choisi de laisser la robe monastique pour me métamorphoser sous une autre forme. Et le cœur monastique est vraiment toujours là. Le cœur et la pratique est toujours là. La relation avec la communauté est toujours forte et belle et puissante et nourrissante. Et il y a en même temps ce choix que j'ai fait à un moment donné, que la nature a fait pour moi, de me métamorphoser en autre chose, et par amour de la vie. C'est vraiment pour moi l'envie d'explorer toutes les dimensions possibles de ce que c'est qu'être un être humain sur cette planète. Et c'est aussi ça qui m'a amené à goûter la vie monastique. C'est waouh, il y a ça qui se passe, j'ai envie d'explorer, de plonger dedans. Et c'est cet même élan de vie et de soif de découverte qui m'a amené à continuer à cheminer au cœur du monde. Au village des Pruniers, c'est le monde aussi. Hein. Le monde est là, la communauté, c'est un petit monde avec tout ce qui se passe dedans, ses difficultés. C'est pas un lieu de fuite. Et en même temps, pour moi, il y avait une envie d'aller voir comment ça se passe à l'extérieur du monastère et d'aller faire l'expérience de ça. Et c'est plus qu'une envie, c'est un appel vraiment fort pour moi d'aller explorer. Et donc aujourd'hui, comme ex-monastique, on est plusieurs à se reconnaître dans cette métamorphose et on s'est dénommé les salamandres. Dans cette idée de ne pas être ex quelque chose, mais d'avoir une forme, un nom qu'on s'auto-accorde et qui exprime pour nous ce côté transitoire, ce côté exploration un peu bateau parfois, qui cherche, qui est semi-terrienne, semi-aquatique, et le côté avec les deux couleurs, en France en tout cas, jaune et noir. Et donc, on fait partie des salamandres et c'est un espace pour nous d'échange et de rigolade. Et on entretient ce lien entre nous, entre salamandres, qui est vraiment très riche. Donc, ça fait partie de mon chemin. C'est pour ça que j'ai envie de vous le partager ce soir. C'est comme ça, si vous entendez parler de salamandres, vous savez de qui on parle.
Je me pose juste un instant pour contempler où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant avec vous. Vous offrir un poème. Peut-être à partir de ce poème, de vous partager de ma pratique vivante. Donc c'est le poème de transmission de la lampe. En fait, celui que moi j'ai proposé aux ancêtres spirituels. Et au début, en fait, il y a une version courte et il y a une version longue. Donc je vais lire les deux. Écoute le chant profond des jardins d'autrefois, car devant la source claire est le royaume, et des racines de l'intégrité jaillit l'arnica de la compassion. Et la version longue. Le chant profond de l'ancienne résonne sur le sentier menant au jardin d'autrefois. Sœur Lune guide mes pas, et j'écoute. Ô merveille! À genoux devant la source, mon cœur se fait paisible. Au souffle du retour, je vois. Clair est le royaume, offert et noble, simplement là. Des racines de l'intégrité jaillit l'arnica de la compassion. Les mains jointes, je recueille dans ma tasse de thé le nectar du Dharma. Ô douce joie! Pour moi aujourd'hui, dans ce poème qui date déjà de quelques années, puisque c'était en 2018, je crois, il y a ma passion des jardins, ma passion de la terre et de faire confiance à la terre en jouant avec elle. Et dans ma montagne, dans les Cévennes, il y a ce jeu merveilleux auquel je joue depuis que je suis petite. C'est d'aller redécouvrir les jardins d'autrefois. Et c'est extraordinaire d'aller explorer la montagne, de découvrir sous la terre, sous la mousse, des anciens escaliers, d'aller découvrir des champs d'oliviers où il ne reste que le tronc central est mort, et il y a tous les rejets qui sont autour vivants, et il y a une source à côté. Et c'est un des jeux de mon enfance d'aller faire de l'archéologie dans la montagne. Et en devenant monastique, pour moi, ça a été vraiment faire de l'archéologie intérieure. C'est exactement la même chose que ce jeu d'enfance et encore d'aujourd'hui, d'aller explorer et découvrir les jardins d'autrefois. Et au jour d'aujourd'hui, comme le mentionnait aussi Chantal, je m'amuse à la permaculture. Et c'est assez passionnant de faire des expériences, en fait, de laisser se décomposer les branches et puis de voir que 2 ans plus tard, il y a une couche d'humus extraordinaire, et de m'amuser à faire pousser des tomates dans une souche. Et des fois, il y a des choses qui marchent, des fois, des choses qui ne marchent pas. Et de faire l'expérience, voilà. C'est comme jouer, faire des essais. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce qu'on appelle la permaculture. Enfin, pour moi, c'est juste prendre des éléments et déployer toute ma créativité autour du jardin et des jardins. Que ce soit de l'exploration ou de
création, la mise ensemble d'éléments qui font qu'il se passe des choses avec la nature. Un des joyaux que Thay nous a enseigné et qui m'a nourri. C'est son enseignement sur le royaume de Dieu. Il nomme royaume de Dieu. Alors on n'entend plus trop de nos jours cette expression-là. Peut-être qu'elle est un petit peu datée, je ne sais pas. En tout cas, moi, elle me touche énormément dans le sens où Thay a donné un nom et il a donné une place entière dans son enseignement au miracle de la vie. Et il a osé être si simple. Il a osé être si... parler de choses que presque on oublierait tellement elles sont... On passe devant tous les jours, quoi, les petites fleurs et tout ça. Et Thay en a fait le cœur de son enseignement qu'il appelait beaucoup souvent le royaume de Dieu. Et pour moi, qui est débarquant de ma montagne sévenole, d'entendre un grand maître parler de ça, des miracles, du miracle de la vie, au quotidien, de l'eau qui coule, de la gravité, des pétales de fleurs, ça a été une rencontre extraordinaire. Que quelqu'un le mette comme l'enseignement fondamental en avant. Et c'est aussi pour ça qu'il est présent dans mon gata de lampe. C'est que ce royaume de Dieu, il est si accessible que moi, je l'oublie tout le temps. Donc, c'est toute une pratique de me dire, oui, la merveille est là. Et de m'arrêter dessus et de... Waouh! Le royaume est là, disponible. En détail, 24 heures sur 24. Waouh! Et donc, ce poème de l'âme, pour moi, il reflète tout le parcours que j'ai fait dans ma vie monastique de trouver ma vraie demeure. Je ne sais pas si je l'ai trouvée, parfois je la perds, mais en tout cas de la rencontrer. Et de donner une place à ce royaume de Dieu. Et de savoir, d'apprendre le chemin pour revenir à l'intérieur de moi et toucher la compassion. Des racines de l'intégrité jaillit l'arnica de la compassion. C'est tout le chemin toute une partie du chemin de ma vie monastique, de pouvoir retourner dans cet espace de la source et de pouvoir retoucher dans les racines de l'intégrité le nectar de la compassion. Et l'intégrité, ici, pour moi, c'est développer cette capacité, cette pratique de pouvoir accueillir tout ce qui est, comme la terre, de pouvoir tenir ensemble des opposés qui, a priori, c'est dur pour le cerveau à mettre ensemble des choses c'est dur de mettre la joie et le désespoir ensemble. En fait, pour moi, l'intégrité, c'est cet espace-là d'ouverture du cœur qui fait que je peux mettre ensemble des choses qui, ouais, en fait, elles sont là, c'est OK. Qu'elles soient là, ensemble, dans mon cœur, dans mon espace, dans ma conscience. Et cette pratique m'aide à vivre avec mes contradictions, à vivre avec tout ce qui n'est pas rangé en moi. Tout ce que, voilà, c'est pas top des fois, les 5 entraînements et tout. Et en fait, ça va que ce soit pas dans la perfection. De toute façon, la perfection n'existe pas. C'est un concept. Et en touchant cet espace d'intégrité qui permet, ouais, en fait, il y a des contradictions qui sont là. Et elles sont là le temps qu'il faudra. Et j'ai la grande détermination à l'intérieur de moi de continuer à me transformer, d'avoir une direction claire, de m'engager pour la Terre. Et en même temps, je vis avec des contradictions qui sont là. Et de tenir ensemble ces mondes, pour moi. Et de rester dans cet espace intermédiaire un petit peu, qui n'est pas forcément le plus confortable. Parfois, je préférerais noir ou blanc. Eh bien, en fait, non. La plupart du temps, l'espace juste, ce que je sens, c'est qu'il est dans cette
interêtre ou entre deux, ou passage, salamandre. Et mon chemin de pratique, c'est d'apprendre à être dans ce chemin d'entre-deux et de l'apprivoiser. Et justement, dans la pratique des entraînements et de Zoé, dans la question qu'elle posait à Frère Duquesne, elle parlait, les éco-gestes, ok, c'est bien, mais alors, on s'engage à quoi? C'est quoi le bouddhisme engagé? Pour moi, c'est une des actions, un de mes engagements, c'est de rester, ou en tout cas d'apprendre à apprivoiser cet espace d'intérêt-être, cet espace qui peut accueillir la joie et la tristesse ensemble, qui peut être une salamandre, être une sorte d'hybride entre monastique laïque, qui se promène entre les mondes comme ça. Et c'est hyper intéressant. C'est une exploration vraiment très, très riche. Et oui, je parlais des 5 entraînements et de parfois ce désir de perfection et de perfectionnement qu'on peut rencontrer dans la pratique, que je connais aussi. Et je me souviens que Thay nous enseignait à la fin d'une journée, est-ce que vous pouvez vous poser un instant en regardant vos 5 entraînements, votre pratique, et vous dire, plutôt que est-ce que j'ai bien pratiqué, combien est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Et en fait, c'est comme un changement de regard. C'est plus pratiquer pour être parfait, pour faire des éco-gestes merveilleux et plus consommer ceci, cela, même si c'est très bien. Mais regardez ça sous un autre regard de combien est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Et ça change en fait l'approche de la pratique. Est-ce que Patrick mettrait un petit son de cloche pour moi? Voilà. Pour respirer. Merci. Et mes engagements aujourd'hui dans cette vie laïque que je découvre en étant hybride sont justement dans ces espaces, dans cette rencontre des espaces transitoires et intermédiaires, dans ces espaces qui sont des entre-deux. Et je mets tout mon cœur à explorer tout ce qui a à voir avec les discriminations et avec le racisme systémique, sachant qu'il n'y a pas de solution immédiate, mais c'est un voyage et que voilà, c'est pas pour atteindre le résultat, c'est pour l'amour de vivre cette exploration. Et mon engagement, il est aussi auprès de la communauté LGBTIQ+, des arcs-en-ciel. Et dans cette communauté, on peut toucher aussi exactement cet espace qui n'est pas défini et dans lequel on ne peut pas être défini. En fait, ça ne marche pas. Quand on commence à explorer le genre et les questions de genre, on voit qu'on se promène. Et que s'il y a un arrêt, ce n'est pas forcément l'espace le plus juste. Un de nos frères aînés récemment nous enseignait pour la communauté arc-en-ciel que d'être queer, c'est être dans l'inter-être et que parfois c'est vraiment très inconfortable. C'est que pour les personnes qui se posent la question de leur genre ou qui transitionnent de genre, elles sont finalement au bord, sur les bordures et dans l'impossibilité en fait d'être un ou l'autre et que c'est une chance extraordinaire, c'est un trésor merveilleux de pouvoir inter-être avec toutes les douleurs que ça implique évidemment la communauté et les personnes. Mais c'est
c'est un espace médian, comme ça. Si j'ai le temps, à la fin de mon partage, je vous lirai un poème qui me touche beaucoup sur cette question de genre. Et un de mes engagements aussi, donc, comme on a parlé, Chantal, c'est la montagne du Dharma. Et la montagne du Dharma, c'est tout un poème aussi. C'est, comme certaines le savent, c'est un rêve de Thaï, de créer un centre de pratique dans la montagne. Alors, le rêve est grand et les pas sont petits. Et parfois, c'est frustrant et en même temps, c'est un très grand cadeau. C'est une source d'apprentissage constant pour moi-même et les personnes qui s'y engagent. Et on fait de notre mieux pour que notre action soit la plus juste possible. Et ça veut dire que les pas sont tout petits. Tout petits. Et si possible, assez fermes, et si possible, dans l'action juste. Et si ce n'est pas l'action juste, on recule et on continue. Et c'est aussi un espace, la montagne du Dharma, d'innovation. On innove, on fait des expériences dans la pratique de Thaï du village à 100%. On ne dévie jamais de l'essence de la pratique et on se permet d'innover plein de choses. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire innover? Tout d'abord, sans aller trop loin dans les détails, que cette montagne du Dharma est encore aujourd'hui coordonnée par des monastiques et des laïcs ensemble. Et ça, c'est un espace d'innovation. C'est-à-dire qu'on est une association où monastiques et laïcs sont ensemble dans les décisions. Et donc, on explore à tout petit pas, pour que chacun, chacune soit accueilli là où il est, là où elle est. Et en fait, c'est ça la montagne du Dharma aujourd'hui. Et concrètement, sur place, c'est une vieille cabane en bois avec des planches un peu pourries à droite, à gauche. Le lieu est superbe, la cabane est très, très, très rustique. Et les conditions aujourd'hui font qu'on peut accueillir les personnes pour des journées de pleine conscience une fois par mois et quelques retraites. Donc retraite jeune et retraite pour la communauté arc-en-ciel. Et le rêve est beaucoup plus grand et la réalité est toute petite et profonde et belle et nourrissante en même temps. Et que le souhait, l'engagement bouddhisme engagé là, c'est l'action juste au plus juste possible. Et récemment, une innovation qui a eu lieu à Montagne du Dharma, c'était le troisième confinement, là, de se confiner avec des personnes. Il y a eu trois jeunes personnes qui sont venues et comme c'était le confinement, du coup, les accompagnateurs, les accompagnantes étaient là aussi. Donc, les conditions étaient réunies pour faire une expérience communautaire pendant 1 mois. Ça fait partie de Montagne du Dharma dans son côté complètement surprenant, c'est que ce n'était pas prévu ce truc-là. Et donc, on a passé 1 mois en Sangha. C'est comme ça qu'on aimerait vivre tout le temps, un jour peut-être. Et c'était vraiment une magnifique expérience de prendre soin les uns des autres, les unes des autres, de vivre la retraite francophone en ligne là-bas, d'avoir la transmission des 14 entraînements là-bas. C'était complètement inattendu et comme on dit, les conditions étaient réunies. Donc c'était fort et beau. Et après ça, voilà, le lieu retourne à son état sauvage et aux petites possibilités qu'on a d'accueillir les personnes. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et mon cœur est plein de gratitude pour ça aussi, avec parfois de la frustration, évidemment. Parce qu'on ne peut pas accueillir des gens si on n'est pas là. C'est juste, la réalité est aussi simple que ça. C'est qu'on est peu nombreux sur place, et sur place, on travaille aussi, on a nos vies, Et pour préciser un petit peu, moi je ne vis pas à Montagne du Dharma, en fait, sur place. Le lieu, c'est une maison collective, une maison communautaire. Moi, j'ai une cabane à une quinzaine de minutes de là. Je vis dans la forêt, et sur mon lieu à moi, donc c'est indépendant, complètement indépendant. Je préfère le préciser parce que souvent, voilà, on amalgame et c'est normal. C'est pour dire que ce lieu est un lieu artisanal et
en développement. Et, voilà. Pour en parler un petit peu et avec plein de belles expériences dedans. Je vois l'horloge qui tourne. J'ai envie de continuer un tout petit peu sur les gardiens, gardiennes de la Terre, peut-être. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas moi, c'est pas si clair pour moi que le nom gardien de la Terre, en fait, ça vient d'un bodhisattva qui s'appelle Dharanimdara. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours su, mais là, récemment, je suis allée chercher un petit peu, mais c'est qui ce type-là, quoi? C'est qui cette personne? J'ai simplement envie de vous parler de ce bodhisattva qui soutient la Terre, pour les personnes qui ne l'auraient pas rencontré. Et donc, il vient du Sutra du Lotus. C'est un bodhisattva très spécial qui s'appelle Dharanimdara, ou celui qui soutient la Terre. Donc, c'est quelqu'un qui préserve et protège la Terre. Et le gardien de la Terre est l'énergie qui nous maintient ensemble en tant qu'organisme. C'est une sorte d'ingénieur ou d'architecte dont la tâche est de créer des espaces pour que nous puissions vivre, construire des ponts, pour que nous puissions passer d'un côté à l'autre, construire des routes pour que nous puissions aller vers les personnes que nous aimons. Et moi, je trouve ça complètement extraordinaire. Que ce soit un architecte, un ingénieur, et qui crée des ponts entre les deux. Enfin, moi, ça me parle à fond, ce truc-là. Et je suis ravie d'avoir découvert, j'ai envie d'approfondir ce bodhisattva Dharanimdara, qui est architecte et constructeur de ponts. Et récemment, je lisais un article sur les fungus, les champignons. Alors, j'ai noté le nom exact ici. Le réseau mycorhizien. C'est certainement, vous en savez plus que moi là-dessus, mais le réseau de champignons qui relie les plantes et les arbres entre eux dans une forêt. Et l'image m'est venue, mais en fait, c'est ça les gardiens de la Terre, c'est ça Dharanimdara. C'est pas juste un Bouddha qui tient la planète comme ça, comme une image classique. Et d'un coup, j'ai vu ça comme... en fait, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est tout un réseau de champignons que nous sommes et qui sommes dans des entre-deux. Et c'est une image qui me parle beaucoup, en fait, que la planète Terre, elle est pleine de racines et pleine de champignons à l'intérieur. Et que c'est ça, en fait, notre job en tant que gardienne de la Terre, c'est de créer des liens et de faire passer les informations par l'intérieur de nos terres intérieures et de la terre extérieure aussi. Et ce rôle d'architecte et de faiseur de pont, il m'inspire énormément. Je trouve ça vraiment très, très beau, très riche. Et j'avais envie de vous le partager, parce que peut-être certaines comme moi ne le savaient pas. Et bien sûr, ça résonne avec mon aspiration et mon chemin de vie de créer des espaces, comme on fait tous et toutes dans nos sanghas, de créer des espaces, d'être des architectes. C'est pas forcément construire une maison, là, mais construire un cercle de parole, c'est ça, construire un espace, être architecte. Et on le fait tous et toutes tout le temps, en fait, quand on est dans la sangha. Ça me touche beaucoup de le relier à ce bodhisattva-là que nous sommes, tous et toutes. C'est rigolo, je vois l'heure qui passe et j'aurais tellement envie de continuer à partager avec vous. En même temps, je vais respecter le timing. J'ai envie de vous lire ce poème de My Gender is a Forest, en hommage à la communauté arc-en-ciel qui chemine entre les mondes. Mon genre est une forêt. Yelle est luxuriante, arrondie, douce, avec des bords abrupts.
Parfois, Yael brûle, parfois, Yael chante, et souvent, Yael pleure. Et elle s'épanouit et grandit et bénit avec plaisir de la langue jusqu'aux pieds. Romarin et Amamélie, c'est le parfum de l'humain. Boucles épaisses et indisciplinées et de luxuriants cheveux noirs rampants comme la mousse sur la pierre. Longs doigts comme des branches nouvelles et cuisses arrondies comme des troncs d'arbres et douces comme des nuages duveteux. Esprit vif et la langue rapide. Yeux qui voient à l'intérieur et à l'extérieur. Un cœur qui se contracte et se dilate. L'épicentre de l'émotion qui coule vers le ventre et le cerveau. Mon genre est sans fin, toujours en évolution. Un cadeau, un fardeau, un écosystème d'appartenance. Donc c'est un poème écrit par une femme qui s'appelle Bea Dawson. Et il est à l'origine en anglais, c'est l'anglais beaucoup plus beau que ma traduction approximative. Mais j'avais envie quand même de rendre hommage à la communauté arc-en-ciel par ce poème et de voir aussi que le genre est une forêt. Regarder ça ensemble et l'intégrer dans mon partage. Une des questions qu'une jeune personne m'a amenée un peu troublée il n'y a pas très très longtemps, c'était comment se permettre de s'arrêter, de ralentir, de se reposer dans la turbulence de l'engagement, dans la turbulence du monde et l'engagement, où c'est urgent en fait d'aller aider pour la planète. Comment c'est possible de m'arrêter? Comment je peux faire ça? Et je trouve que la question d'une telle justesse, et c'est la question de beaucoup de jeunes en ce moment, qui rencontrent en tout cas des espaces de pratique et qui rencontrent cette contradiction de « ouais, c'est bien de s'arrêter, mais c'est urgent ». Et il n'y a pas de réponse à ça, c'est simplement que à travers la pratique, on peut toucher ce réseau mycorhizien, c'est-à-dire avec une action, avec une respiration, toucher le fait que ça a un impact et de ne pas négliger l'impact. On peut avoir une respiration en pleine conscience ou un temps de repos, non seulement pour me régénérer et avoir plus d'énergie pour servir, mais aussi l'impact immédiat que ça a sur la planète à travers le réseau de champignons que nous sommes. Parce que le monde a besoin de repos, c'est un truc de fou. Et en même temps, c'est si difficile de se l'accorder. C'est si difficile de le légitimer. C'est ça que j'ai envie de dire. Et tout le cœur de l'enseignement de Thay, c'est ralentir, s'arrêter. Alors, en devenant comme la Terre, c'est aussi, pour moi, intégrer cette nécessité du repos, le temps qu'il faut, et d'avoir confiance que, il y en a peut-être d'autres qui font le travail pendant ce temps, mais après, on pourra, comme on est ensemble dans un réseau, on pourra échanger. Et c'est dur de lâcher mon petit moi et de m'autoriser ça. Et en même temps, les jeunes et moi jeunes en ont tellement besoin. Voilà, j'avais envie de terminer avec ce petit partage qui de la nécessité du repos, d'aller comme une biche qui est parfois blessée ou qui a besoin de repos, elle va se mettre au creux du buisson jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau sur ses quatre pattes. Une invitation pour chacun et chacune à ne pas oublier de ralentir et de s'arrêter autant de temps qu'il faut pour se remettre. Et on est tous là, les unes les uns pour les autres. Voilà. C'est un rappel que je me fais à moi-même en tant qu'à nous tous et toutes. Alors, je vous remercie les amis pour ce moment. J'espère que mon partage peut contribuer à semer des graines sur nos terres intérieures, extérieures, peut contribuer à la joie dans la pratique, aux gardiens, gardiennes de la terre qui cheminent, aux communautés, aux minorités, que ce soit des personnes racisées, des personnes
en situation de handicap ou de la communauté arc-en-ciel. On puisse cheminer dans les espaces d'intérêt ensemble. Un grand merci d'avoir été là ce soir et c'est vraiment un super beau cadeau. De tout cœur avec vous. Et, merci d'être là encore les amis. Merci infiniment. Merci beaucoup Chloé Marianne pour ce beau partage, c'est plein de bonnes choses du Dharma qui peuvent nous inspirer, nous inciter à cheminer toujours plus proche de la source avec toute sa diversité et en touchant cet entre-deux, ce mycélium si riche qui unit, qui font les ponts. Voilà. Donc maintenant, c'est le moment du partage du Dharma où justement nous pourrons partager sur comment c'est facile ou pas pour nous d'être architectes, faiseurs de ponts et tout ce qui est là présent, tout ce que Chloé Marianne a pu toucher profondément en nous et qui peut nourrir, partage du Dharma, qui peut nourrir les amis avec lesquels nous allons nous retrouver. Donc je vais vous présenter le partage du Dharma brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas et puis les facilitateurs pourront reprendre. Voilà. Donc un partage, nous allons être partagés en 8 ou 9 groupes. Voilà, avec dans chaque groupe un facilitateur qui reprendra les petites consignes que je vais vous donner, là, si besoin. Donc le sens du partage du Dharma, c'est vraiment d'écouter profondément ce qui est présent là en nous, dans ce que Chloé Marianne nous a partagé, et de l'offrir aux amis. Et nous qui écoutons le partage de cette personne, aussi d'écouter profondément ce que ça vient connecter en nous. Voilà. Un partage n'est pas du tout une discussion. Donc tant qu'une personne a la parole, elle la garde, en sachant qu'on va avoir une petite demi-heure. On ne sera pas très nombreux dans les familles, donc on ne peut pas non plus prendre trop de temps si nous voulons tous nous exprimer. Et donc nous offrons notre parole et nous offrons notre écoute profonde. Et de cela, je dirais que génère notre lien, notre mycélium, et que génère quelque chose qui va nous renouveler, chacune et chacun, dans notre compréhension et notre vision profonde, notre compassion, notre chemin de vie, ensemble. Voilà, que dire de plus pour présenter le partage du Dharma? Non, je pense que les facilitateurs vont compléter si besoin. Voilà, donc un grand merci aussi à Aude et William qui sont aux manettes techniques et qui vont donc nous envoyer comme ça dans des salles. Et on va se retrouver on verra le temps. Peut-être Aude va nous dire le temps quand même, et on le verra annoncé sur nos écrans quand ce sera fini. Oui, bonjour à tous. Joyeux de voir les petites icônes qui reviennent comme ça. Alors je crois que je vais exprimer notre gratitude à Chloé Marianne
dans notre famille. Bon, voilà, ça s'est dit. Donc, gratitude, gratitude. J'ai entendu que tu avais ouvert plein de portes et puis que tu avais vraiment euh, refait retoucher notre reliance à notre terre intérieure, à notre terre extérieure. Et alors, moi je dis mycélium, hein, champignon, mais c'est le voilà qui fait que ben ça va de l'un à l'autre et que nous intersommes. Voilà. Donc beaucoup de gratitude de toujours nous réévoquer ce dharma, le dharma. Voilà, donc il nous reste encore quelques minutes, peut-être pour des informations. Donc Béatrice, dans notre famille, demandait, elle se disait, ouh là là, j'ai peut-être raté des choses, les gardiens de la terre, et voilà. Donc vous savez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter, et comme ça vous recevrez sur votre boîte mail toutes les informations, les gardiens de la terre. Voilà, je pense que ça peut répondre à ta question. La dernière fois, c'était il y a 2 mois. Les sanghas du dimanche soir sont le 3e dimanche de 18h à 20h des mois impairs. Donc on se retrouve en septembre, le 18 ou 19, je sais plus. Marianne, je vais passer la parole à Marianne tout à l'heure, elle repointera ces petites choses techniques. Voilà, hein. 3e dimanche des mois impairs. Donc nous finissons la saison 1, nous l'avons appelée la saison 1, là, aujourd'hui, et nous commencerons la saison 2 avec des belles propositions au mois de septembre. Marianne peut-être en parlera un petit peu. Le prochain rendez-vous que nous avons, voilà, où vous pouvez venir rejoindre, c'est le 30 mai, qui est aussi un dimanche soir, à 20h, je crois. Le 30 mai, Marianne parlera aussi de sa vision, de sa reliance à la Terre. Bon, Marianne fait partie des personnes du cœur des gardiens de la Terre, hein, des fondateurs des gardiens de la Terre. Je vais lui donner la parole là tout de suite. Voilà, donc moi je vais remercier ah, ça résonne. Aude et William, ou je crois que ça résonne. Donc je vais m'arrêter de parler, je vais passer la parole à Marianne. C'est peut-être plus sûr. Voilà, je te passe la parole, Marianne. Je te vois. Oui, ça y est, je te vois sur l'écran. Merci Chantal. J'ai essayé de mettre dans le chat en même temps les liens à la fois sur notre site internet, sur notre page Facebook. Pour vous inscrire sur la newsletter, vous allez sur le site internet en bas de la page accueil. Vous pourrez également sur ce site trouver la page rencontre en ligne sur laquelle vous pourrez retrouver dans quelques jours l'enregistrement de la soirée de ce soir et de l'enseignement de Chloé. Voilà. Et puis toutes les autres activités des gardiens de la Terre. Le 19 septembre, donc ces rencontres en ligne, on se retrouve donc effectivement le 3e dimanche de septembre, ce qui fera le 19 septembre. Et ce qu'on vous propose pour la saison 2, c'est des rencontres entre des groupes qui agissent dans ce domaine de l'action socio-environnementale. Et donc, on aura un échange entre Sœur Luc Nim et un représentant d'Adaptation Radicale. Voilà, donc ça nous permettra de découvrir Adaptation Radicale et pour les membres d'Adaptation Radicale, de découvrir peut-être le village des Pruniers et de pouvoir échanger sur les visions du monde, les regards, l'action, etc. Voilà. Et on est déjà en train de penser aussi à celle de novembre avec l'idée d'aller rencontrer Extinction Rebellion France, dont William, ici présent à la technique, fait partie et donc ça fait un lien. Voilà, c'est un peu l'idée pour la saison 2 de voir un petit peu ce que font les autres. Le 30 septembre, c'est à 20h30. Je vais aller chercher le lien. Alors Anne, elle me demande à quelle heure s'il te plaît. Les rencontres, on a choisi 18h. L'idée étant de se dire, tant qu'il y a des beaux jours, ça nous permet de profiter un petit peu plus de la journée. Donc, on a passé les journées de 18h à 20h. Voilà, parce que 17h, ça faisait un petit peu tôt pour tout le monde. Donc, c'est plutôt 18h et vous retrouvez les liens Zoom sur notre site internet, dans la newsletter. Voilà. Et pour le 30 septembre, donc le 30 septembre, c'est un échange
avec les cèdres bleus d'Adfan Angevin, qui était monastique au village des Pruniers, qui a maintenant fondé un centre de pratique. Éric Julien, qui a beaucoup cheminé avec les Indiens Kogi. Puis donc, j'aurai la chance de me connecter à ces deux belles personnes en tant que représentante des gardiens de la Terre, voilà, pour échanger un peu sur les visions. C'est le 30 mai, je vais aller chercher le lien, comme ça je vous le colle dans le chat, pendant que, je pense, Marie-Ange va nous guider sur une petite méditation finale. On va dépasser 5-10 minutes si c'est OK pour tout le monde, une petite méditation, et puis peut-être, si Marc est OK, une chanson pour clôturer notre temps de rencontre. Merci beaucoup. Nous allons finir la méditation cosmique de taille. J'inspire. Je vois les étoiles et les galaxies en moi. Je suis la conscience qui se manifeste dans le cosmos. Je suis fait des étoiles et des galaxies. J'expire. Je souris aux étoiles en moi. Je participe à l'immortalité des nuages, des pluies, des étoiles et du cosmos. Je souris aux étoiles. Je souris à l'immortalité des étoiles. J'inspire. Je vois que rien ne se crée et rien ne se perd. Tout se transforme. Je vois la nature de non-naissance et de non-mort de la matière et de l'énergie. Je vois que la naissance, la mort, l'être et le non-être ne sont que des idées. J'expire et je souris à ma vraie nature de non-naissance et de non-mort. Je suis libre de l'être et du non-être. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de peur. Je touche le nirvana, ma vraie nature de la non-naissance et de la non-mort. Rien ne se crée, rien ne se perd. Je suis libre de l'être et du non-être.
Merci, merci les amis de votre présence. Marc peut nous guider pour un chant et il faut que nos micros soient éteints, sinon ça fait cacophonie. Mais Marc n'a pas sa guitare avec lui, voilà. Merci, bonne fin de journée et puis joyeusement ensemble sur ce chemin, hein, sur ce beau chemin. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre finalement que de participer à ce beau chemin? Merci à vous tous et à bientôt ou à toujours. Oui, comme Chantal l'a dit, je ne suis pas mes guitares, donc bon, je pensais simplement chanter la vague. Je suis la terre nourrissante. Donc, nous allons chanter « Je suis la vague, je suis l'océan, je suis le calme suivant le courant ». Je suis la vague, je suis l'océan, je suis le calme suivant le courant. Je suis le vent, je suis l'espace, je suis la terre nourrissante. Et je suis libre quand mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, marchons ensemble, ici maintenant. Et je suis libre quand mon cœur est sourire, et je suis libre, tout mon corps respire. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, marchons ensemble, Aman et Vraiment. Voilà. Non, peut-être si tu peux chanter, si tu veux nous proposer autre chose. Alors ben, j'hésite avec La rivière coule. Alors, ouais, on terminera par là. La rivière coule. La rivière coule, coule, s'écoule. La rivière coule jusqu'à la mer. La terre-mère m'appelle, enfant toujours près d'elle. La terre-mère m'appelle jusqu'à la mer. La rivière chante. La rivière chante, chante, m'enchante. La rivière chante jusqu'à la mer. La terre-mère m'appelle, enfant toujours près d'elle. La terre-mère m'appelle jusqu'à la mer. La terre, la mer. La rivière brille. La rivière brille, brille, scintille. La rivière brille jusqu'à la mer. La terre-mère m'appelle, enfant toujours près d'elle. La terre-mère m'appelle jusqu'à la mer. Voilà. Bonne soirée. Merci, merci les amis.